Bonjour à tous et bienvenue. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle exploration détaillée. Alors, imaginez un instant la scène suivante. Un homme, complètement épuisé physiquement, est assis tout seul sur une souche d'arbre. Ouais, dans le froid glacial des Pyrénées en plus. Exactement. Il s'affame volontairement depuis des jours. Son but, c'est de forcer son corps à capituler pour obtenir une sorte de révélation cosmique, quoi. C'est déjà super intense comme image. Grave. Et là, faisons un bond de quelques années en avant. Ce même homme est dans une pièce bien éclairée. Il fait des mouvements lents avec ses mains, juste au-dessus d'un smartphone tout neuf. Et il affirme avec un sérieux absolu, attention, qu'il est en train de reprogrammer littéralement les électrons de ce téléphone. C'est un grand écart qui donne le vertige, c'est vrai. Bah oui. Et aujourd'hui, notre mission dans cette plongée, c'est de construire le pont entre ces deux extrêmes qui ont l'air totalement irréconciliables. On passe vraiment d'un mysticisme viscéral presque antique dans sa forme de renoncement à une volonté de pirater la physique quantique de notre quotidien, quoi. C'est ça qui est fascinant. Et on tire tout ça d'où exactement? Alors, toutes les infos qu'on va décortiquer aujourd'hui viennent d'une seule source, mais qui est hyper foisonnante. Ce sont les travaux d'un homme qui s'appelle Patrick Reynald-Josette. D'accord. À travers sa chaîne YouTube qui s'appelle Latereco, mais aussi ses textes autobiographiques et son blog personnel, en fait, il documente tout ce qu'il a baptisé l'harmonisation OM-RAM. L'harmonisation OM-RAM. Ok. Et juste pour clarifier pour ceux qui nous écoutent, notre objectif ici, c'est pas du tout de distribuer des bons ou des mauvais points scientifiques. Non, pas du tout, on n'est pas là pour juger. Voilà. On va pas passer ces affirmations au crible d'un labo. L'intérêt, c'est vraiment de décortiquer cette technologie de la conscience, si on peut l'appeler comme ça, de comprendre comment un traumatisme hyper lourd a pu pousser quelqu'un à réécrire entièrement le code source de sa réalité. Parce que tout part d'une rupture, en effet. C'est la base. Avant d'arriver aux petits gestes énergétiques au-dessus des téléphones, il faut comprendre le point de bascule. Le fameux traumatisme. Ouais. Les textes de Je sais nous ramènent au milieu des années 90, en 1994 pour être précise. Et c'est une année qui est marquée par une vraie hécatombe dans sa vie personnelle. Ils perdent plusieurs proches, c'est ça? C'est ça. En très peu de temps, il perd 3 membres de sa famille, tous des suites de cancer. Et dans ses écrits, il décrit vraiment cette dégradation physique, cette souffrance atroce, comme un électrochoc total. Face à un drame pareil, la réaction classique, c'est le deuil, puis une sorte de résignation face à la maladie, quoi. Ouais, on subit, en général. Mais lui, pas du tout. En lisant ses textes, on voit qu'il refuse complètement cette fatalité. Il se dit qu'il y a un énorme bug. Pour lui, c'est pas juste la malchance biologique. Non, c'est tout notre mode de vie moderne qui est remis en question. Exactement. L'alimentation, l'industrie, la médecine. Pour lui, le système tout entier est un bug mortel. Et comme le système n'a pas pu sauver ses proches, il décide de s'en extraire. Et c'est là qu'on arrive à l'été 1995, après avoir fait un rêve éveillé très puissant où il se sent traversé par une sorte de colonne de paix. Il prend une décision hyper drastique, il part s'isoler. Seul dans la montagne en Ariège, c'est ça, hein? Ouais, près du sommet du Mont Calme, et avec un équipement vraiment spartiate, un sac de couchage, une tente basique. Et un seul livre, je crois, hein. C'est ça, le livre La vie biogénique. Et son but, c'est pas de faire une rando sympa, hein. Il y va pour jeûner. Un jeûne en haute montagne, déjà, l'idée est extrême. Ce qui nous amène à ce fameux 5e jour. Ah, le 5e jour. Le moment critique. Bah oui, la biologie humaine sans nourriture, avec l'effort physique et le froid, ça commence forcément à lâcher. Il est perdu, la nuit tombe, c'est le désespoir total. Il s'assoit sur une souche et il capitule. Et narrativement, dans ses écrits, c'est le point d'inflexion majeur. À ce moment précis, il parle à voix haute. Il dit, et je cite, « Là, il va falloir m'aider ». Il lâche prise au niveau de son ego. Et il se passe quoi? Il a une intuition, une voix dans sa tête? Ben non, justement, il décrit pas ça comme une petite voix intérieure. Il parle d'une manifestation physique, tactile. Genre, ils sont vraiment quelque chose de touché? Ouais. Il affirme avoir ressenti 2 mains invisibles, l'une qui se pose sur son épaule droite pour le faire pivoter et l'autre qui accompagne sa tête. Et en se retournant, boum, il tombe face à une balise rouge et blanche du sentier GR10. Le chemin pour survivre. C'est dingue. Tu sais, ça me fait penser à une métaphore informatique. C'est comme s'il avait fait un hard reset de son propre système. Un hard reset, ouais, c'est une super image. Bah oui, vraiment, dit qu'il plante complètement, la seule solution parfois, c'est de le débrancher du mur, en coupant la bouffe et en s'isolant. Il a forcé son corps à redémarrer du puits de bios, quoi. Et le redémarrage a fonctionné, mais ça l'a connecté à un tout nouveau réseau. Ses mains invisibles, il dit que c'est l'intervention de ce qu'il appelle le concepteur. Le concepteur.
Donc là, on passe vraiment de la simple croyance à une certitude physique pour lui. Absolument. L'univers n'est plus vide pour lui. C'est une structure intelligente. Sauf que le défi après, c'est le retour à la civilisation. Grave. Comment tu maintiens cette connexion hyper pure quand tu redescends en ville avec le bruit, la pollution, le stress? Eh bien, la solution de José, ça a été de transformer son propre corps en laboratoire. L'ascèse de la montagne est devenue son mode de vie quotidien. Il a continué à jeûner. Il a fait une transition alimentaire spectaculaire. Il est passé à un seul repas par jour, maximum 500 grammes de nourriture et uniquement du cru, sans mélanger les aliments. Waouh! Socialement, ça doit être un enfer à gérer. Ah, les sources disent qu'il a dû assouplir ça au bout de 6 mois pour que sa vie de famille reste vivable, quoi. Mais en fait, c'était qu'une étape. L'expérimentation ultime arrive plus tard, en avril 2011. C'est là qu'il bat tous les records, non? Complètement. Il se lance dans une diète de 60 jours, sans aucune nourriture solide. Et sur son blog, il mentionne même d'autres jeûnes de 49 ou 90 jours. Attends, pause. 60 jours sans manger de solide. Physiologiquement, c'est plus de la détox, là. C'est une mise en danger de mort, hein. Le corps tape dans les graisses, puis dans les muscles. C'est clair. L'état de cétose est extrême. Et chimiquement, on sait très bien que ça modifie les neurotransmetteurs. Du coup, quand il décrit un état, comment il dit déjà? D'extase permanente? Ouais, extase permanente, est-ce que c'est pas juste une énorme hallucination biochimique? Le cerveau qui crève de faim et qui invente des visions mystiques pour survivre au stress. C'est l'objection scientifique de base, évidemment. La frontière est hyper fine entre la privation et la psychose. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, je sais retourne cet argument comme un gant. Comment ça? Dans son paradigme à lui, c'est pas lui qui hallucine, c'est nous. Nous, on hallucine parce qu'on mange des pâtes. Cette interférence. Et donc la faim extrême dissipe notre illusion quotidienne pour révéler la vraie réalité. D'accord. C'est là qu'il théorise la fameuse parabole du jeu vidéo ou de la matrice, c'est ça? Exactement. Il explique que la plupart des gens, et même les scientifiques, essayent de comprendre le monde en disséquant la matière. Les atomes, les cellules. C'est comme si un personnage dans un jeu vidéo essayait de comprendre comment le jeu marche en démontant les câbles de la télé. C'est voué à l'échec. Sa proposition, c'est d'arrêter d'être l'avatar et de se connecter directement au programme, ou plutôt au programmeur. De capter que tout, au fond, n'est que vibration. Ok, je vois. Mais si on suit cette logique de jeu vidéo, si tu es en contact avec le programmeur, tu peux théoriquement lui demander un code de triche, un patch pour modifier ton avatar. Et ce patch, c'est précisément le protocole OMRAM qu'il a développé. Alors, ça ressemble à quoi en pratique ce code? Faut se suspendre par les pieds pendant 3 heures. Pas du tout, et c'est ça qui est surprenant. Sur sa chaîne Later Echo, on voit que c'est super doux. Ça dure 4 à 5 minutes. Ah, c'est rapide. Ouais. C'est des mouvements lents, un peu comme du tai chi ou du qigong. Tu peux le faire debout, assis ou même couché. Le plus important, c'est pas la technique physique, c'est la psychologie. Faut faire taire le mental, j'imagine. Exact. Et la clé d'activation, c'est une phrase très précise. Il faut dire j'accueille tous les potentiels d'harmonie pour moi, ma famille, mes amours, la communauté terrestre, l'univers infini, et j'expérimente cette nouvelle conscience. Ok, une vraie commande de lancement de programme. Et après cette phrase, il se passe quoi? Ensuite, tu lèves les mains vers le ciel pour capter l'énergie vibratoire. Et par des mouvements doux, tu ramènes cette énergie pour la condenser sur tes 7 chakras. On commence par le bas, je suppose. Toujours. On commence au niveau du chakra racine, le périnée, qui est associé à la couleur rouge. Puis on monte. Le chakra sacré en orange, le plexus en jaune, le cœur en vert, la gorge en bleu clair, le troisième œil en indigo. Et on finit sur la tête? Ouais, le chakra coronal en violet. À chaque étape, tu fais une pause, tu respires et tu intègres la fréquence. Tu sais, ça me rappelle tellement la pochette de The Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Le fameux prisme triangulaire dans le noir. Ah, l'analogie est parfaite. Ben ouais, t'as cette lumière blanche universelle, le code du programmeur, qui tape dans le prisme et qui se divise en 7 couleurs fonctionnelles. Dans le protocole OMRAM, le corps humain devient ce prisme. Il décompose la lumière pour reprogrammer son propre système. Et je sais, tu utilises vraiment cette notion de spectre lumineux. Pour lui, chaque couleur arrache ou stabilise des électrons. C'est ce qu'il appelle une ionisation. Avec ces gestes, tu n'es plus un avatar passif, tu deviens un artisan de la lumière. Ok, bon. Autant je peux comprendre la logique d'auto-guérison sur un corps humain, par la respiration et l'intention. Le corps, c'est vivant, c'est malléable. Mhm. Mais là où ça devient hyper radical, c'est quand il applique ça à des objets inertes. Je veux dire, faire ça sur un téléphone portable fabriqué en Chine. C'est là qu'on perd le plus de monde en général. C'est ce qu'il appelle la canalisation. Parce que harmoniser un iPhone de la même manière qu'un chakra,
C'est chaud. C'est parce que pour Josset, la matière n'est pas neutre. Quand on fabrique un smartphone, l'industrie violente la matière première. On perce, on soude à des températures extrêmes, on met des colles chimiques. Donc pour lui, l'usine traumatise la matière. Exactement, il parle vraiment d'une mémoire de douleur. Les électrons sont corrompus par cette violence. Et le protocole OM-RAM viendrait faire une ionisation subtile pour effacer ce traumatisme et rééquilibrer le téléphone avec l'harmonie du programmeur. D'accord. Mais c'est une affirmation complètement folle. Comment il prouve ça dans ses vidéos? Parce que agiter les mains pendant 5 minutes, c'est bien, mais on veut des preuves. Alors, dans ses ateliers, il utilise deux outils. Le premier, c'est l'antenne de Lecher. L'antenne de Lecher, Mhm. c'est quoi ça? C'est un instrument de radiesthésie, une sorte de baguette de sourcier hyper sophistiquée avec un petit curseur. Et selon lui, quand il mesure le téléphone après l'harmonisation, le taux vibratoire de l'objet aurait doublé. Ouais, enfin, la radiesthésie, ça repose à 100% sur la personne qui tient les baguettes. C'est pas super objectif comme preuve. C'est vrai. Du coup, il utilise un deuxième test qui est beaucoup plus visuel pour le public, le test musculaire de kinésiologie. Ah, je crois que je vois le genre. C'est avec le bras, non? C'est ça. Il demande à quelqu'un de tenir le téléphone non harmonisé et de tendre le bras. Josset appuie fort sur le bras, vers le bas. Et en général, l'énergie de l'objet est tellement toxique que le système nerveux de la personne lâche, le bras plie. Et ensuite, il fait son rituel OM-RAM sur le téléphone, c'est ça? Il fait l'harmonisation, il rend le téléphone à la personne, il refait le test, et là, miracle, le bras reste verrouillé, hyper solide. Preuve, selon lui, que la toxicité a été effacée. Bon, là, il faut que je mette ma casquette de sceptique. Ce test kinésiologique, il est ultra critiqué. C'est l'exemple parfait de l'effet idiomoteur. Bien sûr, le testeur est appuyé un peu différemment, sans s'en rendre compte. Et surtout, la personne a vu l'harmonisation. Son cerveau s'attend à être plus fort. C'est l'effet placebo puissance 1000. Si tu ne fais pas le test en double aveugle où personne ne sait si le téléphone a été harmonisé, tu mesures juste l'attente psychologique du cobaye. T'as tout à fait raison, et c'est pour ça que la science académique rejette ces tests. Mais si on reste dans le cadre théorique de Josset, l'exigence du double aveugle n'a aucun sens. Ah bon? Pourquoi? Parce que pour lui, l'intention de la personne et son attente ne sont pas des biais statistiques. C'est le moteur de la réalité. L'énergie suit l'intention. Vouloir isoler la conscience pour faire un test objectif, c'est retourner démonter les câbles du jeu vidéo. Ah, malin. C'est un système philosophique qui est super armatique à la critique du coup. Impossible de le prendre en défaut avec nos outils classiques. Tout à fait. Mais il faut noter qu'il ne sort pas ces concepts de nulle part. Dans son blog, on voit qu'il a des influences théoriques très solides comme Rupert Sheldrake. C'est qui Sheldrake? Le nom me dit un truc, hein. C'est un biologiste britannique qui a formulé la théorie des champs morphogénétiques. En gros, il postule qu'il y a des champs d'information invisibles qui donnent leur forme aux êtres vivants. C'est comme un aimant qui force la limaille de fer à s'aligner, mais au niveau biologique. C'est ce qui expliquerait comment un banc de poissons tourne en même temps sans se cogner, par exemple. C'est exactement l'idée. C'est un plan de construction invisible. Et pour Josset, OM-RAM manipule ces champs-là. Il cite aussi Émile Pinel, un mathématicien français, ou Jacqueline Bousquet, des chercheurs qui ont essayé de lier la physique quantique et la spiritualité. Donc il a tout un bagage théorique derrière lui. Et quand on recoupe tout ça, on voit bien que son approche, c'est pas juste soigner un téléphone. C'est une rébellion globale. Ah oui, c'est systémique. Quand tu penses que tout le jeu est truqué, tu changes toutes les règles. C'est pour ça qu'il promeut aussi des trucs comme le jet. Le jardin d'échange universel, c'est ça? Oui, c'est un système comptable, sans banque, sans monnaie centrale, juste de l'échange de temps et de services en local. Il applique la même désintoxication à l'économie qu'à son corps et à ses objets. C'est super cohérent en fait. Si on dézoome un peu pour résumer tout ce qu'on vient de voir, c'est une trajectoire narrative incroyable. Le gars subit une perte énorme. La mort de 3 proches. Au lieu de sombrer, il part dans le froid. Il fait son reset. Voilà, il s'affame jusqu'à connecter avec ce concepteur. Il change d'alimentation pour nettoyer les bugs matériels. Et de là, il pond cette technologie, le protocole OM-RAM, pour reprogrammer la matière elle-même, qui aurait été blessée par l'industrie. C'est une quête de pureté totale. C'est un résumé parfait. Qu'on y croit ou non, qu'on doute des tests musculaires ou des chakras, l'histoire de Josset nous pousse quand même à réfléchir à un truc fondamental, notre relation hyper aliénée à la matière. Carrément. On voit plus nos objets de la même manière après ça. Et c'est là-dessus qu'on peut laisser cogiter ceux qui nous écoutent. Si on pousse cette logique au maximum,
Quelle est la charge énergétique des objets autour de nous, là, en ce moment même? C'est vrai, c'est une sacrée question. Pensez à votre clavier d'ordinateur, tapé par je ne sais combien de machines en usine, ou la tasse de café que vous tenez, cuite dans un four industriel hyper violent. Si la matière garde vraiment une cicatrice invisible de sa création, dans quel genre d'océan vibratoire est-ce qu'on baigne tous les jours, sans s'en apercevoir?